Bon, le sujet de la soirée, la dépendance affective. On a évidemment tout un jour passé par ça, la dépendance affective, partant du principe que en étant enfant, on dépend de nos parents et de tout ce qu'ils ont à nous donner parce qu'on est en manque flagrant, manque par rapport à la vie sociale, manque par rapport à des facteurs de survie, manque par rapport au fait qu'on n'a pas de langage, donc il faut développer un langage, une culture. Et ça, c'est le rôle, évidemment, des parents d'apporter ces éléments-là. Donc, on peut dire qu'un enfant en soi a une dépendance affective par rapport à ceux qui le nourrissent, par rapport à ceux qui le développent, par rapport à ceux qui sont capables de lui assurer un avenir sous quelque forme que ce soit. Donc, en soi, une dépendance, c'est lié à un manque. Vous avez un manque, vous avez nécessairement une potentialité de dépendance. Parce que pour être dépendant, il faut trouver quelqu'un qui répond à notre manque. Il faut s'entendre. Parce qu'il y a des gens qui sont en manque, mais ils ne peuvent pas dépendre parce qu'ils n'ont pas de ressources pour combler le manque. Donc, conséquemment, ils ne peuvent pas dépendre de quelque chose qui est rien. Donc, ça s'entend que si on parle de dépendance, il y a en quelque part un élément qui comble ou qui complète un manque qu'on a dans notre vie et qui, pendant le temps de cette croissance, si je peux appeler ça croissance, parce que on suppose dans le principe de la dépendance que l'individu absorbe des éléments ou des affections ou des rapports avec l'autre qui vont le bâtir. On part de ce principe-là, que la personne se construit, malgré que la dépendance dans certains registres, si l'autre prend plaisir à vous donner et à vous retirer, à vous donner, à vous retirer, ben là, à ce moment-là, vous êtes pris avec un élément de dictature qui va vous conserver une dépendance comme ça pendant des siècles. On pense aux compagnies d'essence qui nous montrent le prix, qui nous descend le prix, ils nous gardent très, très, très dépendants parce que c'est une nécessité, l'essence, le pétrole. Donc, toute personne qui est liée à un élément de dictature peut difficilement se construire à travers sa dépendance. Je pars du principe qu'une dépendance, c'est un peu comme aller à l'école. On est dépendant d'un système pendant un certain temps pour apprendre un langage, pour apprendre à écrire, pour apprendre certaines règles de vie dans la société qui nous permettent de composer justement avec un environnement social pour pouvoir éventuellement être utile, être fonctionnel dans un environnement et conséquemment être payé, avoir un salaire et survivre et donc s'assumer et éventuellement être plus indépendant. OK? Si il n'est pas possible pour vous d'aller chercher dans le temps de votre dépendance une construction, là, ça devient une infirmité. Là, vous êtes placé dans une zone où votre incapacité de lire ou de trouver les ressources ou de combler un vide que vous avez par rapport à ce qui est nécessaire pour pouvoir être autonome, si votre environnement ne vous favorise pas ça, si des gens ne veulent pas que vous soyez indépendant, et détruisent systématiquement votre centre décisionnel ou détruisent toute forme d'aptitude chez vous à aller vous combler votre ressource, combler votre manque, combler votre besoin, ben là, à ce moment-là, vous êtes réellement en danger. Moi, je pense qu'une personne qui vit la dépendance pendant un certain temps, c'est normal. Que tu vives une dépendance toute ta vie, ça ne l'est pas. Considérez ou partez toujours du principe qu'on est dépendant toute notre vie de certaines ressources qu'on ne peut pas se produire nous-mêmes. Je pense à l'électricité, je pense au pétrole, je pense à manger, je pense, tout le monde ne sait pas comment faire son pain, en tout cas pas moi. Puis il y a des choses qui font qu'on est dépendant des gens qui sont capables de faire ce que nous autres, on a de besoin. Donc, en soi, c'est normal d'être dépendant. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas être capable de répondre à son besoin. Ça, c'est un problème. Parce que si vous avez une dépendance dans un réseau quelconque et que vous n'êtes pas capable d'assumer sur la perte de ce réseau-là, d'assumer une capacité de reproduire ce que le réseau vous donnait, là, il y a une crise qui s'installe, une grave pour ça. Moi, je fais souvent référence au fait que, passé 2010, on va être dans une zone apocalyptique. La zone la plus aiguë de l'apocalypse, c'est le fait qu'on a des dépendances très profondes à des réseaux sociaux, à des réseaux collectifs, que si on n'est pas capable de se dégager de la dépendance qu'on a vis-à-vis de ces réseaux-là,
vous allez venir fou et vous allez vous suicider parce que vous ne serez plus capable de voir comment vous en sortir. Donc, une dépendance affective, c'est une spécialisation dans le champ émotionnel d'un besoin nécessaire de se construire pour arriver à se détacher d'une sorte de relation fondamentale et nécessaire pour vous permettre de continuer à vivre, donner finalement le goût de vivre. Parce qu'affection ne veut pas dire amour. Affection veut dire besoin d'enveloppe, pas pareil. Les gens confondent énormément amour, enveloppe. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais qui trouvent le moyen de s'envelopper d'un environnement X. Et il y a des gens qui aiment beaucoup, qui manquent énormément d'enveloppe. Donc, dépendance affective veut dire en soi, si je le calibre à mon langage, c'est une dépendance au manque d'enveloppe. Vous manquez d'enveloppe, vous manquez d'électricité, vous n'avez pas les possibilités de vous réchauffer. Si vous avez beaucoup de linge, si vous êtes capable de vous faire un feu, si vous êtes capable de faire quoi que ce soit, vous êtes capable de vous redonner de l'enveloppe par rapport à ce que l'électricité est capable de faire pour vous réchauffer en plein hiver. Vous avez moins besoin, vous avez moins de dépendance par rapport à l'hydro ou à l'électricité quand vous êtes en plein été en ce qui concerne le chauffage. Vous en aurez besoin pour d'autres choses, l'éclairage, ces choses-là, mais c'est moins aigu manquer d'électricité en été qu'en hiver, surtout si vous chauffez l'électricité. Si vous avez une aptitude à identifier premièrement le besoin, vous êtes j'ai froid, donc à vous trouver quelque chose qui va vous créer de l'enveloppe, parce que l'enveloppe étant la chaleur qui vous permet de garder votre corps dans un état d'équilibre, bien là, à ce moment-là, il vous est possible de concilier le manque avec un remplacement. Donc, vous êtes indépendant d'un certain besoin, qui est l'électricité, mais vous restez dépendant du besoin d'être au chaud. Vous me suivez un petit peu? C'est-à-dire qu'on peut être indépendant parce qu'on a une capacité de remplacement. Mais une dépendance, c'est permanent. Quand, par exemple, on parle de se garder au chaud. Une dépendance au niveau de l'affectivité, c'est une dépendance qui peut être identifiée comme une nécessité d'être en contact avec un environnement qui nous absorbe, qui nous accepte, qui ne nous rejette pas. Vous me suivez? Et que, conséquemment, cette forme de non-rejet, donc d'affectivité, de réceptivité, nous comble au niveau émotionnel. Par contre, si vous perdez cet élément-là, il vous faut une capacité de renouveler ce besoin d'être accepté avec d'autres personnes ou avec d'autres entités vivantes. OK? Entité vivante, je vous donne un exemple. Moi, un chat, ça balance mon intimité. Pour un autre, un chat, ça fait rien. Pour un autre, un chien, ça fait rien. Il faudrait, plus qu'un éléphant, il faut un être humain pour balancer son affectivité. Vous me suivez? Fait que quand vous comprenez la notion d'émotion, la notion d'affectivité sur des bases de présence, c'est plus facile à ce moment-là de remplacer un problème de dépendance affective. Mais si vous comprenez votre dépendance sur une base de valeur, là, ça devient compliqué. Parce que là, il vous faut pas n'importe qui pour avoir de la présence dans votre vie. Il vous faut quelqu'un qui pense comme ça, qui agit comme ça, qui respire comme ça, puis qui dynamise votre vie comme ça. Puis en d'autres termes, il faut que ce soit un esclave de vos valeurs, de votre façon de lire la vie pour être bien. Là, à ce moment-là, ça devient extrêmement complexe de créer un remplacement à ça. Vous allez dire, ouais, mais on est des êtres intelligents, bien pensants, on a besoin de quelque chose de plus sophistiqué que de vivre strictement une présence avec n'importe qui. Je vous l'accorde, vous avez raison. C'est pour ça qu'on va étudier les fameux besoins de l'âme et qu'on va donner une spécificité à c'est quoi une dépendance affective. Parce que là, je vous ai parlé de dépendance à l'électricité, à ça, juste pour faire comprendre le mot dépendance. Là, je m'enligne sur l'affectif. C'est quoi ça de l'affectif? L'âme est construite de différents, évidemment, niveaux. On parle de l'intellect, on parle du corps vital, du corps physique et du corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est lui qui traite la polarisation. La polarité, elle est, on va dire, observée par l'intellect, mais elle est vécue dans le corps émotionnel. Vous allez faire, exemple,
un travail, vous allez le comprendre intellectuellement, mais quand vous allez avoir à le partager, votre travail avec des rapports humains, dans un milieu de travail, votre intellect va donner un résultat avec un système de valeurs X, mais votre émotionnel, il n'est pas nécessairement capable de suivre votre intellect. Des fois, il y a des gens qui ont très peu d'intellect, mais ils ont un corps émotionnel extrêmement solide. Pourquoi? Parce qu'ils ont encaissé des grosses variantes de polarisation dans leur vie. Quand je dis des variantes, ça veut dire qu'ils ont vécu l'extrême négatif, l'extrême positif, puis ils sont restés stables là-dedans. Mais ils sont pas nécessairement capables d'expliquer ce qu'ils ont vécu. Donc, ils n'ont pas un intellect fort, mais ils ont un corps émotionnel extrêmement solide. Un corps émotionnel, en général, est supporté par la vitalité et le physique. J'ai vu des gens très forts émotionnellement que lorsque le corps a lâché, ils n'étaient plus capables de prendre les charges, les ondes de tension négatives ou extrêmement positives. Ils pleuraient tout le temps. Ils étaient brisés. On dit le système nerveux était à terre. Mais c'était pas le système nerveux, c'était carrément le corps émotionnel qui n'était pas capable de prendre les expériences passées ou même futures qui a tendance à se répéter. Quand c'est pas intégré, ça se répète. Donc, qui n'était pas capable de prendre l'avenir, même si dans le passé, avait été capable d'encaisser des grosses charges positives, des grandes joies, et aussi des grandes déceptions. Une joie magane autant, c'est-à-dire affecte l'équilibre d'un être au même titre qu'une déception, OK? Parce que c'est une polarité. Donc, si on dissocie le corps émotionnel temporairement, ça s'entend, du corps vital, du corps physique et du corps mental, intellectuel, on arrive à identifier que l'âme, dans sa zone émotionnelle, a à traiter avec une polarité. Une polarité au niveau de l'intellect, c'est les libérales contre le PQ, PQ contre l'ODQ. C'est politique. L'intellect, c'est carrément politique. C'est qu'est-ce qui a le pouvoir de faire telle chose. Ça, c'est l'intellect. L'émotionnel, c'est comment est-ce qu'on m'aime. Fait que quand vous êtes dans un dilemme dans votre vie, souvent le dilemme ou le doute est exposé à une lecture de pouvoir de l'intellect qui n'est pas nécessairement balancée par une affectivité dans le corps émotionnel. Le corps émotionnel a besoin d'être enveloppé pour se sentir positif. Il se sent négatif émotionnellement, vous êtes comme exemple découragé émotionnellement si vous n'avez pas d'enveloppe. Ça se traduit comment comme impression? Ça se traduit comme une incapacité de suivre. Une femme parmi vous autres rencontre Brad Pitt, puis Brad Pitt, il vous dit, peu importe ce que vous avez l'air, la richesse que vous avez ou quoi que ce soit, il dit, « Madame, je vous aime. » Là, c'est sûr que sur le coup, vous dites, hey, « Wow, je viens de gagner le gros lot. » Puis, quelques effets plus tard, quelques moments plus tard ou quelques heures plus tard, il va s'installer dans votre corps émotionnel un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable d'accoter ça. OK? Mais le premier mouvement, c'est grosse inspiration. Puis après ça, c'est la grosse expiration. Puis là, on ne veut pas expirer en même temps qu'on expire. Donc, il y a un traitement avec une polarité. Il y a une sorte de plaisir qui peut s'installer et en même temps une déception de ne pas être capable de traiter la contenance de cet événement-là sur du long terme. L'intellect vient à la rescousse puis il dit « Hey, inquiète-toi pas, même si ça dure juste 10 minutes, tu vas t'en souvenir toute ta vie. » Ça, c'est la récupération vers l'intellect. Ça, c'est quelqu'un qui a assez d'expérience pour se détacher de l'émotionnel. On va dire de cette personne-là qu'elle est mentale. Une autre personne qui n'a pas le mental, elle va dire hey, go, là, faut pas que je manque ça. Mais elle sait qu'elle va avoir des grosses conséquences. Puis elle est prête à souffrir. C'est là qu'elle va aller chercher une expérience émotionnelle. Elle va se taper une initiation d'enfer, mais elle va dire j'aurais pas pris de photos de ça, mais inquiète pas, moi l'avoir dans le coco longtemps. Bon, vous aimez pas Brad Pitt, prenez Clooney, si ça vous tente. Il y en a tellement, hein? Bon. Fait que ceci pour dire que tant et aussi longtemps qu'un individu est brassé dans son émotivité, il est sujet à vivre de la dépendance affective parce qu'il va dans le brassage du gauche à droite, du bon au mauvais, du négatif au positif. Il va vivre des périodes de vide.
Puis la période de vide, si au début tu n'es pas capable de la prendre, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui te balance. La personne qui va te balancer ou l'environnement qui va te balancer, tu vas devenir dépendant affectif. Parce que cet environnement-là, ça va être la seule façon de ne pas venir fou. Si vous n'avez pas ça, vous allez venir fou. Pourquoi? Parce que l'intellect n'est pas capable d'équilibrer ça. Il n'y a pas nécessairement la logique, l'articulation intellectuelle assez structurée pour empêcher la polarisation d'atteindre votre mental. Bon, tant mieux si au cours de votre vie, vous avez lu beaucoup de livres et que vous avez eu une capacité de faire une synthèse dans vos lectures ou dans les discussions que vous avez eues avec les gens pour vous empêcher d'être brassé émotionnellement. Mais ça, c'est rare. En général, ce qu'une personne comprend et ce qu'une personne vit, c'est deux mondes. Ce que vous comprenez, c'est carrément pour vous aider à vivre. Mais c'est ce que vous allez vivre qui va fesser le plus. Parce que l'affectif ou l'émotif, c'est comme, vous vous touchez corporellement, votre vitalité, c'est ce qui vous fait bouger. Vous vous levez le matin, là, puis, tu sais, tant que votre électricité n'est pas revenue dans les mouvements normaux, là, c'est slow-mo un petit peu. Puis à un moment donné, ça part, cette machine-là. Là, l'émotionnel embarque en troisième, puis l'intellect entre en quatrième. Si vous n'êtes pas des cérébraux naturels, vous n'avez pas un karma pour être cérébral, c'est bien évident que ce qui va monter jusqu'au troisième va rester là. Le quatrième, lui, est en exploration, c'est-à-dire l'intellect explore ce que l'émotionnel va faire vivre au vital pas au corps. Vous me suivez? Fait qu'il y a beaucoup plus de monde sur la planète qui sont émotifs. Et ils ont même parlé d'un QI, un quotient intellectuel émotif. Ça se peut-tu? L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Bon. Fait qu'ils ont compris que dans la vie, beaucoup de gens traitent avant tout avec la charge émotionnelle de ce qu'on appelle vivre dans ses tripes que dans l'intellect. Donc, on ne vous explique pas la vie en détail avec tout l'aspect biochimique. Tu sais, si vous parlez de sexe, vous n'allez pas dans, les protéines se promènent de telle façon dans le corps, puis il y a un déclenchement d'adrénaline à tel moment donné, après tant de frottement à tel niveau, c'est pas comme ça, hein, on vous parle de ça. On vous parle de, wow, c'est le fun, le désir, la passion, puis on a une bière, puis 2 gins, puis là, on était sur le party, puis au 4e gin, on n'était plus sur le party, on pissait partout. Fait que tout ce game-là, c'est émotif, c'est un langage émotif. La publicité est émotionnelle, la politique, dans sa course électorale, est émotif. Fait que tout est basé sur comment vous le vivez. Puis là, évidemment, le comprendre ce qu'on vit, c'est après l'avoir vécu. Donc, ça rentre à l'intellect en 4e niveau. Fait qu'on va dire d'une personne qu'elle a de la sagesse à 75 ans, parce que le 4e niveau a rentré à 68 ans. Façon de parler. Vous avez été à l'école avant, c'est évident. Mais c'est sûr que dans notre société actuelle, les besoins de l'âme sur le plan émotionnel, c'est le besoin d'aller goûter beaucoup de polarité, d'aller chercher énormément de polarité. Et dans le traitement de cette polarité-là, d'en arriver à une sorte de ce qu'on appelle une intégration, donc une neutralité, de devenir centrique. Et cette centricité-là va se placer dans une situation où l'intellect est capable de comprendre. En d'autres termes, je vous dis carrément qu'une personne qui vit de la dépendance affective dans un registre X, puis c'est pas juste une dépendance affective à un être humain, là. On parle de dépendance affective à la famille, à un groupe de travail. Moi, personnellement, j'ai une dépendance affective à mes chats. Quand il y en a un qui revient pas après tant de temps, là, c'est la panique totale à la maison, la flashlight à 4 heures du matin, tout le kit. Fait qu'il y a définitivement des besoins de l'âme que quand c'est difficile à combler, quand vous avez trouvé quelque chose qui peut le combler, vous êtes dans une peur de perdre ça, hein? C'est normal. Fait que ça, tant que c'est pas intégré parfaitement, vous pouvez pas comprendre. Il y a une flappe là qui est pas ouverte dans l'intellect pour comprendre. On commence à comprendre quand on a un minimum d'intégration sur la charge émotionnelle. Moi, je fais de la bourse avec un ami, puis avec des gens, puis je me rends compte que j'ai travaillé longtemps à ce qu'ils comprennent. Puis aujourd'hui, je comprends qu'il faut qu'ils le vivent avant de le comprendre. Ça coûte cher.
Parce que quand tu vis le gain, tu vis la perte, tu vis le gain, tu vis la perte. Puis évidemment, au gain, t'en veux, mais à la perte, t'en veux pas. Puis il faut que tu vives les deux pour réellement commencer à comprendre. Parce que l'intellect, je vous l'ai dit, ça s'allume au 4e niveau. Après avoir vécu le physique, il y en a même un qui me dit, moi, je vis ça physique à l'os. Je comprenais pas. Puis, à un moment donné, je dis, ouais, c'est vrai, ça a du sens. Si l'émotionnel vient jouer beaucoup sur la polarité, ça va taper le physique, ça c'est normal. Le corps vital est affecté, l'électricité du corps est affectée, tout le kit. Tu peux pas échapper à ça. Puis, il me dit, moi, il dit, c'est à force d'en faire que je comprends. Fait que je dis, fuck, on oublie le backtest, on oublie de faire une étude en arrière parce que il faut qu'il vive. Il comprend rien. Il va lire son passé, puis ça connecte à aucun feeling, à aucune émotion, aucun senti. Ah, il dit, OK, c'est correct, ça va être plus long, mais au moins après, quand ça va être fini, tout va être compris. Donc, comprendre, si vous n'avez pas un équilibre émotionnel, oubliez ça. C'est impossible. Puis comment qu'on balance un corps émotionnel? Le corps émotionnel, il réagit beaucoup à donne, perds. Tu me donnes de l'attention, tu me retires de l'attention. Il se bâtit dans le corps émotionnel un stress. Quand il donne, il relaxe, puis quand il enlève, il contracte. C'est un principe de respiration. T'inspires, c'est positif, t'expires, c'est négatif. Mais tu vas dire que je peux pas passer mon temps à inspirer, m'a explosé, c'est ça. Fait que la vie est bien faite. Elle vous permet d'expirer. Vous mangez, c'est positif. Vous allez aux toilettes, c'est négatif. C'est pas une question d'odeur, c'est juste une question que ça sert plus dans le corps. Bouchez-vous le trou, puis regardez que vous allez avoir l'air dans un mois. Vous allez être vert. Faut que ça sorte. Donc, il y a un facteur d'absorption, puis un facteur d'élimination. C'est drôle, ça, ici, dit pareil. Tu sais, le monde écoute ça, il dit, mais non. Puis, si on se rend compte que dans l'âme, il y a un besoin d'absorption et d'expulsion. Donc, c'est inévitable le rejet. Vous ne pouvez pas passer à côté. Puis, quand est-ce que c'est rejeté? C'est quand tout ce qui était nécessaire dans un aliment a été absorbé par le corps. Donc, quand est-ce qu'un mari est nécessaire pour une femme? C'est tant qu'elle peut l'absorber, puis qu'elle peut le digérer, puis quand c'est fini, qu'il donne plus ça, reject. Là, il dit, c'est basique en maudit. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces aujourd'hui. Parce qu'il y a plus de communication, puis on comprend plus vite qu'est-ce que l'autre nous donne, puis qu'est-ce qu'il nous donne pas. Puis dans ce qu'il nous donne pas, qu'on veut absolument avoir, il faut absolument le chercher ailleurs. Puis si on ne va pas le chercher ailleurs, on commence à se décomposer. Ou on commence à être arriéré par rapport à notre environnement. Donc, on va parler on s'aime beaucoup, mais il faut que je conserve mon individualité. Ah, l'individualité. C'est une façon de dire qu'on vit une petite séparation, un petit divorce, qui nous permet de s'isoler dans notre monde, et puis de laisser l'autre vivre ses affaires de la même façon que nous autres. Et puis après ça, de se rejoindre ensemble pour le reparler, puis peut-être l'intégrer, puis ces choses-là. Mais il y a des bouts qu'il faut vivre ça. Puis ça, il n'y a pas personne qui peut me contredire là-dessus. Tu peux pas tout vivre à deux, c'est impossible. Fait que vous avez besoin d'un environnement pour l'absorber. Et éventuellement, ce que vous avez tant absorbé, vous allez le rejeter. Tu manges une pomme, qu'elle est bonne. Mais elle va finir à la même place que le steak que tu n'as pas aimé. Comprenez? Donc, vous êtes dans une atmosphère de j'aime, parce que vous avez un grand appétit de vivre. Mais éventuellement, pour être capable de survivre à votre appétit de vivre, vous devez classer vos dossiers et rejeter un excès de mémoire que vous avez dans la tête qui risque de vous figer dans des comportements parce que vous n'êtes plus capable d'absorber. Parce que tu manges, tu as une limite. On te met un buffet, là. Tu sais que c'est fait pour 150 personnes, puis on dit tu peux manger tout ce que tu veux. C'est clair que vous ne viderez pas à table, hein? Il y en a trop pour vous. Fait que vous avez une limite à l'absorption, puis vous avez une obligation de rejeter ce que vous intégrez. Puis même des médecins qui disaient que tu peux prendre tant de vitamines, tu sais, tu auras beau vider le pot de vitamine C, tu vas prendre juste la dose que tu as besoin, puis le reste, ça va passer dans les selles.
Donc, on comprend que vous pouvez absorber de votre environnement une quantité X d'éléments qui favorisent votre développement, puis qu'éventuellement, le surplus de ça va être rejeté. C'est quoi le rejet? C'est le surplus que l'autre veut nous donner, qu'on n'est pas capable de prendre. Merveilleux! Elle parle beaucoup. L'autre, elle comprend un petit peu. Fait qu'elle, elle peut facilement trop parler pour l'autre qui comprend presque rien. Là, elle va dire, elle me comprend pas. C'est vrai qu'elle te comprend pas. Parce qu'il faut qu'elle vive ce que tu as parlé. Elle va comprendre après l'avoir vécu. Si tu comprends ça, tu dis pas à l'autre, tu me rejettes. Tu dis à l'autre, ben écoute, t'as pas eu le temps de le vivre, vis-le, puis on s'en reparlera après. Vous me suivez? On peut placer le rejet sur d'autres perceptions. On peut parler du rejet que c'est une inaptitude pour les deux individus de pouvoir évacuer. Tu as besoin de prendre un break, tu travailles, il faut que tu prennes un break. Non, si je prends des vacances, je vais perdre de l'argent, je ne travaillerai pas. Oh, t'as un sérieux problème. La maladie s'en vient, mon pit. Parce qu'il faut, en quelque part, que tu prennes un break. T'sais. En quelque part, il faut que tu prennes du sommeil. En quelque part, il faut que tu arrêtes de faire de l'argent. Il faut que tu arrêtes de générer. Il faut que tu en perdes un petit peu. Il faut que tu ailles dépenser. Il faut que tu ailles consommer. Il faut que tu ailles vivre quelque chose avec ton cash. Vous me suivez jusque-là? Il y a rejet. Rejet du travail. Si tu ne fais pas le rejet minimum du travail, une chance que les sociétés ont installé des samedis et des dimanches pour arrêter, il y a du monde qui n'arrêtera jamais. Puis ces gens-là qui n'arrêtent pas jamais, fait que là, tu te retrouves avec un environnement qui est obligé de comprendre que s'il n'arrête pas d'absorber, il va exploser. Il est obligé de faire vivre du rejet. Il va faire vivre du rejet à un environnement qui en demande trop, puis que lui est plus capable de donner. Puis tous ces éléments-là font que c'est normal. Mais là, l'intellect ramasse ça, lui, comme « Hey, tu vas me faire perdre, tu vas me faire perdre le contrôle, tu vas me faire perdre ci, tu vas me faire perdre ça. » Puis là, c'est comme, ça comprend pas au 4e étage. Puis là, le 4e étage, ben, il est obligé de subir la vie, parce que je vous disais dans le corps émotionnel que c'était ça, vivre, OK? Là, l'intellect est obligé de subir la vie pour élargir sa compréhension. Chose que vous venez faire ici, en général. Mais alors, vous remarquez, vous n'êtes pas des petits jeunes de 17 ans. Vous avez du vécu. C'est-à-dire que votre corps émotionnel a été exposé à des bombardements. Puis c'est grâce à ces fameux bombardements-là que j'ai la chance d'être compris. Que si vous n'auriez pas vécu, vous m'ostineriez sans arrêt. Je piquerais une crise parce que mon corps émotionnel serait dérangé et perturbé immanquablement par votre manque de compréhension. Puis je suis obligé d'aller vivre avec vous autres pour pouvoir me faire comprendre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que je ne pourrais pas vous le faire comprendre d'une façon mentale. Parce que vous n'auriez pas de vécu. OK? Donc, être conscient, ça demande du vécu. Vous ne pouvez pas être conscient si vous n'avez pas de vécu. Vous pouvez être conscient dans une certaine mesure, là, mais il va toujours y avoir quelque chose qui va vous échapper parce que votre corps émotionnel n'est pas exposé à des grosses polarités. On revient au désordre. Ce qui engendre le désordre, c'est une sorte d'impuissance à accepter le changement. Tu accumules des vieilleries, puis ça te sécurise parce que tu as vécu avec. Tu as vécu des choses, puis tu t'es attaché à ce que tu as vécu, que ce soit bien ou mal, ça fait partie de ton vécu. Puis c'est comme si le vécu devient une valeur juste par le fait qu'on l'a vécu. Vous me suivez? Mais là, il se présente des renouveaux, des mutations, du changement. Et puis là, tu dis non, parce que moi, dans mon vécu, ce que j'ai là, c'est solide. Le changement, je ne le connais pas. Donc, si on m'impose un changement, ça va me déséquilibrer. Mais vous ne vous rappelez pas que quand vous ne saviez pas ce que vous étiez pour vivre, c'était nécessaire de le vivre, puis que c'est avec ça que vous avez vécu vos mutations, vos transformations, puis en final, votre intelligence. En d'autres termes, si vous êtes intelligent de votre passé, c'est parce qu'en quelque part, vous avez été obligé de vivre des surprises, des transformations, de l'innovation. Puis que si on vous représente encore des surprises, des innovations, c'est parce que vous n'avez pas fini de vous améliorer. Vous n'avez pas fini de trouver un autre sens à ce que vous vivez. Tu le refuses, il s'installe un désordre parce que tu ne bouges pas puis que ton environnement bouge.
En d'autres termes, le fait de s'arrêter, ça n'arrête pas les autres, ça, là. Fait que tu t'arrêtes dans ta logique de vie avec tes vieilles godasses, puis la première chose que tu sais, c'est que tout le monde est en avant de toi, puis toi, tu es dans une situation tellement retardée que là, tu n'es plus capable de rattraper l'environnement. Là, il se crée un désordre parce que tu n'es plus capable de communiquer avec un milieu qui, dans le passé, t'acceptait bien parce que tu étais à l'ordre du jour. Tandis que là, tu n'es plus à l'ordre du jour, puis les gens disent « Ah ben, tu étais encore avec Elvis Presley. » tu sais. Puis il se fait d'autres musiques, puis tu n'es pas capable d'apprécier parce que tu es encore avec Elvis Presley. Tu sais. Vous me suivez un petit peu? J'ai rien contre Elvis Presley, c'est merveilleux, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses à un moment donné qui s'inventent. Après ça, il y a une chose qu'il faut comprendre. On parle de conscience, fait qu'inévitablement, on est dans un processus de situer si l'âme nous retarde. L'âme va toujours vous retarder si ça en vient à un système de valeurs pour fixer l'expérience. Mais si l'âme est ouverte à l'expérience, l'esprit est capable de vous mettre dans des situations d'échange pour toujours mettre votre corps émotionnel et mental dans une découverte. Il y a des règles à l'esprit, puis il y a des règles à l'âme. La règle de l'âme, c'est tout ce qui est positif va devenir négatif, tout ce qui est négatif va devenir positif. Mais ça, tu ne le sais pas quand tu es dans l'âme, que ça se passe de même. Tu le vis. Tu vis la perte, puis tu vis le gain. Puis tu vis la déception, puis tu vis l'enthousiasme. Puis tu vis toute ta vie. C'est quand tu commences à être conscient, tu commences à comprendre le mécanisme de l'échange. Le mécanisme de la déception, à quoi ça sert, puis le mécanisme de l'enthousiasme, à quoi ça sert, puis ces choses-là. Puis là, tu commences à comprendre dans des registres qui sont avant tout intellectuels dans un temps, parce que ton âme n'est pas complètement, on va dire, transparente. Donc, il y a beaucoup de coloration dans l'âme, puis là, l'esprit, lui, il peut pas faire son travail plus vite que ta capacité de vivre. Puis ta capacité de vivre, quand elle passe sous le bombardement de l'esprit, elle est électrifiée. Vous verrez jamais un individu conscient amorphe. Ça n'existe pas. Moi, le jour où ça va amorpher chez nous, moi, je suis sur le bord de la mort. Parce que là, ça veut dire que mon corps est plus capable de prendre ma conscience. Mais quand vous êtes sur le bombardement de l'esprit, vous êtes toujours électrique. Je n'ai jamais connu un être conscient qui n'était pas électrique. Puis quand je ne suis pas capable d'électrifier quelqu'un, c'est parce qu'il n'a pas assez vécu au niveau de l'âme. Donc, conséquemment, il n'a pas été dans les zones extrêmes de la polarité de son expérience de vie parce qu'il avait peur de quelque chose. Donc, vous pouvez avoir un plafond au niveau de l'âme parce que vous vous fixez dans des dépendances puis vous ne vous construisez pas dans la dépendance. Tu sais, quand vous êtes à l'enfance puis à l'école, vous êtes dépendant, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans une période de votre vie où vous devez vous construire. Si vous êtes sur le bien-être social, si vous êtes sur l'assurance chômage, c'est une période d'arrêt pour vous construire. Mais si vous êtes sur le bien-être social, puis si vous êtes sur l'assurance chômage, puis vous faites rien pour vous construire, vous créez des liens de dépendance avec le gouvernement, facile à comprendre. Hein? Personne qui dit, moi, mon mari, il me fait vivre. OK, pas de problème, mais s'il meurt, qui est-ce qui va te faire vivre? On m'en trouver un autre. Oh, ils sont rares à cette heure. Les gars qui veulent faire vivre des femmes, là, tu commences à les compter ses doigts de la main. Pogne-les dans la zone de 50 ans montant, là, parce que les jeunes, là, c'est chacun pour soi. Yes. Fait que dépendance de l'âme, c'est sociétaire, cela, là, en grande partie. Là. C'est des systèmes de valeurs de famille, de culture, de notions idéalistes quelconques, mais surtout basées sur une peur. Parce que moins tu as peur, plus les systèmes sociaux sont libres. Regardez les pays où il y a beaucoup de possession puis de contrôle. C'est du monde qui ont peur. Ça a peur tout le temps. Les gens qui sont plus libres au niveau mental, ils ont une plus de liberté. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de territoire, mais ils ont plus d'espace pour bouger. Ils ont plus de mobilité dans le sens intellectuel du terme, puis dans le sens du vécu aussi. Ils sont capables d'aller se plonger dans certaines expériences qui favorisent justement cette construction-là quand on est dans une zone de dépendance. Quand est-ce qu'on sait qu'on est dépendant? C'est quand on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas, c'est parce qu'on a quelque chose à vivre. Puis quand est-ce qu'on sait qu'on est indépendant? C'est quand on sait qu'on comprend tout. Ou une bonne partie de ce qu'il y a à comprendre. Vous comprenez? Vous êtes indépendant. Vous ne comprenez pas? Vous avez besoin de vivre. Puis vous avez besoin de vivre dans un climat de dépendance. C'est-à-dire que le fait d'être polarisé,
ça oblige un intermédiaire. Je vous donne un exemple. Moi, je suis pas fort sur la guitare, mais j'ai 4000 pièces de guitare chez nous. Facile d'acheter quelque chose. Ben, ça fait pas de toi un musicien, ça, là. OK? Fait que j'ai le corps, j'ai la vitalité, en partant du principe qu'une guitare pluguée sur un ampli ouvert au max à 200 watts RMS, ça claque en crise, ça fait tomber vite, hein? Bon. Mais ça veut pas dire que tu sonnes bien, voilà. Dans le sens que c'est pas du Lagoya, ça, c'est sûr. Fait que j'ai une dépendance à un professeur de guitare ou à quelqu'un qui va me le montrer. Ou j'ai besoin de le vivre longtemps en jouant à Peter Gunn pendant 40 ans, jusqu'à temps que je pogne une pédale qui fait que mon Peter Gunn sonne mieux. Tu sais? Mais j'ai une dépendance. Puis quand à un moment donné, j'arrive à me sortir une construction dans mon exploration de la guitare, puis en étant assez intelligent pour aller demander à quelqu'un de m'aider à comprendre, bien éventuellement, quand je vais comprendre assez le manche de la guitare pour être capable de me composer des tunes, bien là, je pourrais dire que j'ai de l'esprit puis que je rentre en échange. Dans la vie, tu peux être deux choses. Une tâche ou tu peux être un ajout. Là, je vous dis pas que vous avez le choix. On passe par le temps où, quand, moi, exemple, je joue mal la guitare puis je m'en vais voir un prof, c'est moi la tâche. OK? Puis lui, c'est l'ajout. Fait que le temps dans ta vie était une tâche. Une tâche, ça veut dire que tu colles à quelque chose pour aller, comme un buvard. Tu vas absorber quelque chose dans ton environnement. Tous les élèves dans une école sont des tâches. Tous les profs sont des ajouts. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas d'être des tâches. Ils écœurent les professeurs. Puis, à un moment donné, le professeur dit, moi, j'ajoute plus rien à cette tâche-là. Donc, ça a le cœur. Ça, c'est pas mal le type de société dans lequel on est. Donc, partez du principe que quand vous êtes dépendant, vous êtes une tâche. Puis, prenez pas ça moral, là. Vous êtes une tâche. Une tâche. C'est tout. Point final. Vous avez échappé du ketchup. Le ketchup est là. Puis, il y a quelqu'un qui arrive avec son nettoyant, puis qui vous enlève votre tâche. C'est un ajout. Si vous avez dit, s'il me l'enlève, il n'ajoute rien. Bon, on se comprend, là, je ne jouerai pas avec les mots. Fait que la dynamique est que si quelqu'un établit un ordre dans votre désordre, c'est lui l'ajout. Puis votre désordre est composé par le fait que vous devez vivre. Puis vous tâchez. C'est ce qu'on appelle explorer, expérimenter. Essayez de me faire un beau meuble quand vous prenez un cours de menuiserie la première journée. Vous dites, hey. Essayez de ne pas faire de brinci en faisant le meuble. Impossible, hein? Donc, il faut des pertes. Il va falloir explorer la notion que quand tu es une tâche, tu fais des pertes. Et c'est le propre de la tâche de faire des pertes. La tâche, elle veut pas faire des pertes. Elle veut être un ajout tout de suite. C'est vrai, mais prends ton temps, respire par le nez, ça s'en vient. Fait que vous êtes une tâche dans une expérience de dépendance. Et éventuellement, vous serez un ajout pour des gens qui vivent de la dépendance par rapport à vous. Là, vous allez me dire, moi, je n'ai pas l'intention d'être l'ajout pour personne. C'est parce que tu vas être une tâche toute ta vie. Parce que quand tu as fini d'être une tâche, tu es automatiquement un ajout. Conséquemment, tu vas t'occuper des tâches plus tard. C'est fatal. Moi, je m'occupe de vous autres. Vous êtes des tâches pour moi. Puis je vous ajoute, mais j'ai pas le choix. Je voudrais faire d'autres choses, être la tâche de quelqu'un, puis je peux pas. Je suis obligé d'être un ajout. Fait que je me cherche des spots où je peux être une tâche. Puis c'est un spot que je cherche d'être une tâche. C'est bon, ça sonne bien. Puis je trouve pas. Mais à un moment donné, je vais m'en trouver une place là, que je peux être une grosse tâche longtemps. Puis je vais pouvoir me construire. Apprendre, tu sais. Vivre, quoi. Tu peux pas vivre quand t'es un ajout, hostie. T'es condamné à t'occuper des tâches. Tandis que quand t'es une tâche, tu vis en maudit parce que là, t'as pas peur de faire des dégâts. Fait que quand vous êtes des tâches, occupez-vous pas de salir. Vous êtes en exploration, c'est nécessaire. Puis dans cette zone où il y a de la perte, vous allez vivre aussi des gains. Puis plus vous allez être proche du gain constant, bien plus vous allez devenir des ajouts pour les autres. Puis ça va être fatal, vous allez trouver plein de tâches qui vont vous dire « Hey, comment tu fais ça? » J'ai plein de monde, moi, s'ils veulent apprendre la bourse, OK? Quand ils vont le savoir, fie-toi sur moi que le monde va dire « Hey, tu fais de l'argent, toi, là? Pourrais-tu me montrer ça? » Fait que là, vous allez voir toutes les tâches arriver. Puis c'est dur d'être silencieux quand t'es pas une tâche. Quand t'es un ajout, on dirait que le monde, là, les tâches le sentent. Ils vous sniffent, là, puis ils ont le nez fin. Vous allez vous ramasser avec des tâches. Puis ça va être plus fort que vous, parce que vous allez avoir un torse bombé, et vous allez dire, viens ici que je t'enseigne. Puis là, vous allez voir le rapport extraordinaire qu'il y a
d'échange entre la tâche puis l'ajout. Puis on va dire, cet être-là a de l'esprit. Il m'a sauvé la vie. Il t'a pas sauvé la vie. Il t'a appris à détacher ta vie. Et puis, éventuellement, d'avoir toi-même de l'esprit pour que lui puisse se libérer du contrat d'être un ajout dans ta vie pour que tu prennes sa place. Parce qu'ultimement, c'est ça la patente. La chaîne alimentaire dans la conscience, c'est que celui qui est conscient, il est obligé de se trouver une personne avant de mourir pour réellement arrêter. Sans ça, il risque d'être éternel. Il faut absolument qu'il trouve quelqu'un qui va prendre sa place. Bernard, c'est témoin. Moi, il va falloir que je me trouve quelqu'un. Je le cherche. Je ne l'ai pas trouvé encore. J'ai des petites idées, mais je ne suis pas sûr. Puis quand ça va être fait, je vais échanger. Donc, je vais porter le drapeau. Je vais une course à relais. Je vais donner mon relais à un autre. Puis là, je vais pouvoir passer à d'autres choses. Moi, être la tâche, c'est les plans de d'autres choses. Bon, c'est sûr que pour vous autres, le fait d'être une tâche, ça fait pas plaisir à l'ego, mais c'est quand même une des étapes de la vie. Dans un enfant, il se rappelle de tous ses mauvais coups, hein. Tu sais, quand tu dis, j'avais 7 ans, 8 ans, puis je faisais ça, On a le fun à raconter tous les mauvais coups qu'on a faits, tous les bons coups qu'on a faits, puis l'adolescence, l'enfance, ça marque toute notre créativité. Donc, quand vous êtes dépendant affectif, vous êtes dans une sorte de... Là, je parle du principe que vous êtes dépendant affectif. Donc, il y a quelqu'un qui vous englobe, OK? Et puis, dans cet englobement ou dans cette expérience où l'autre vous crée cet effet d'enveloppe, vous avez le loisir d'explorer avec un minimum de conséquences. Il y a des conséquences. Et la conséquence ultime, c'est le rejet. C'est-à-dire que si vous êtes trop débordant de vitalité dans le fait de vivre intensément, puis ça déséquilibre l'autre. Si l'autre vous contient plus, il va vous rejeter. Comment ça se passe, le rejet? Des fois, c'est verbal, mais 95% du temps, c'est événementiel. Il est plus capable de vous stander. C'est comme si votre énergie ne combine plus avec la sienne. Moi, j'ai fait de la moto, puis dans le temps que je faisais de la course de motocross, ça crée énormément de pression sur ma structure de couple. Ça a tellement créé de pression sur ma structure de couple qu'à un moment donné, c'est comme si ma femme a dit « Hey, c'est à mon tour de faire du bicycle, là, de faire de la motocross. » Mais c'est parce qu'elle n'a pas pris le même bicycle que moi. Elle a décidé de vivre un autre genre de bicycle, puis ça faisait pas trop mon affaire. Mais j'ai facilement compris que elle, probablement, qu'elle était sur le bord des pistes avec les dents sales, à regarder des gars qui courent dans la poussière, ça ne devait pas non plus faire ben son affaire. Fait que j'ai dit « Bon, là, je vais l'encaisser. » J'ai pris 7 ans, puis moi, il donnait 7 ans. Mais au bout de 7 ans, elle aimait ça en maudit faire du motocross, au même titre que moi. Moi, j'ai décidé d'arrêter pour la laisser vivre, mais elle n'a pas décidé d'arrêter pour qu'on revive d'autres choses ensemble. Fait que ça a créé, dans la dépendance mutuelle, à un moment donné, un over. Tu sais, t'es comme, elle avait un over, il fallait que j'arrête, puis moi, à un moment donné, il fallait qu'elle arrête, puis j'avais pogné mon over aussi. Mais comme il n'y a pas eu consentement d'arrêter de sa part, là, ça a craché. Fait que c'est pas nécessairement que vous vous entendez pas bien. C'est que dans l'expérience de l'âme, dans les besoins de l'âme, à un moment donné, il y a une recherche de se construire, de se bâtir, de se lire, qui fait que la charge individuelle, c'est-à-dire la volonté de le faire à sa façon, tout seul, puis de la seule et unique façon qu'on pense, ça engendre une séparation avec votre environnement, parce que votre environnement, à un moment donné, est plus capable de vous contenir. Vous me suivez? C'est comme, moi, je pourrais vous dire, il y a certains comportements de gens qui fait que je ne peux pas les prendre en formation, je ne peux pas les prendre en développement parce que je suis plus capable de traiter avec des expériences d'âme qui sont trop polarisées. J'ai ma dose. Fait que, à 30 ans, j'aurais été capable de prendre un cas particulier, puis là, j'ai 56, je suis fatigué, là. J'ai plus le goût de prendre des hosties d'énervés, là. Tu sais, des susceptibles malades, là. Tu sais, je suis plus capable, là. C'est fini. Fait que, je les rejette. Pas parce que je sais pas ce qu'ils ont besoin, c'est parce que je suis plus capable de stander leurs excès. Vous me suivez? Fait que vous êtes dans une relation familiale, vous êtes dans une relation professionnelle, vous êtes avec des couples, vous êtes en couple, n'importe quoi, et puis l'autre vous dit à un moment donné, arrête un petit peu, là, arrête, puis vous écoutez pas.
mais vous êtes en train de vous sortir. Vous êtes en train de vous sortir de votre dépendance avec la personne, avec le milieu. Je pense à lui qui était dans un milieu de travail. Il s'est sorti de son milieu de travail parce qu'il était plus capable de stander certains comportements. C'est pas que tu es correct, pas correct. C'est plus une affaire de morale. C'est une affaire que tu n'es plus capable. Puis ça engendre une séparation. Ça engendre une coupure. Mais en même temps que tu coupes, tu te libères de la dépendance. Mais en même temps que tu te libères de la dépendance, tu perds ton enveloppe. Fait qu'à chaque fois que vous vous sortez d'une dépendance affective, parce que l'émotivité, je vous l'ai expliqué, c'est ce qui est votre goût de vivre, puis votre vie, à chaque fois que vous vous sortez de ça, vous vous isolez. Violent. Là, vous allez me dire, oh, ça veut dire qu'il faut être dépendant? Je vous l'ai dit, la dépendance, ça sert à se construire. OK? Si vous vous êtes assez bâti, c'est parce que vous êtes prête pour d'autres choses. Fait que vous devenez too much pour ce qui vous enveloppe. Fait que ce qui vous enveloppe, s'il n'est plus capable de vous contenir, parce que c'est une affaire de se contenir mutuellement. Fait que si votre environnement est plus capable de vous contenir, ben là, à ce moment-là, c'est une sorte de consentement mutuel qui se présente dans un événement. C'est pas toi qui décide que c'est oui, puis l'autre qui décide que c'est non ou que c'est oui. C'est le fait que dans un événement, à un moment donné, la parole est donnée aux événements. Les événements vont engendrer une sorte de rejet mutuel qui va se faire dans un sens en même temps. C'est sûr qu'il y en a un qui va dire non, pas. Mais en réalité, il y en a plein ses bottes, puis il faut que tu partes. Plus vous vous sortez d'une dépendance, plus vous vous isolez. Ça veut dire quoi, ça, l'isolement? Ça veut dire le vide. Plus t'es fort, plus t'es tout seul. Plus t'es fort, plus t'es tout seul. Là, vous allez dire, c'est tough, ça. Ouais, c'est tough parce que vous allez être obligé de chercher des zones d'enveloppe qui sont mauditement subtiles par rapport à, quelqu'un, c'est quelqu'un, là. Tu dis, ouais, lui, c'est Joseph. Ouais, Joseph, ça, il me contient, il m'enveloppe, il me donne de l'équilibre, puis ta. Puis là, à un moment donné, Joseph est capable de te prendre. Là, c'est qui après, là? Tu cherches quelqu'un, mais des fois, c'est plus quelqu'un, là. C'est une atmosphère, c'est un environnement, c'est de la présence que vous cherchez. Puis cette présence-là, elle ne s'identifie pas nécessairement par un quelqu'un, ça peut être un groupe, ça peut être un environnement. Plus vous vous sortez de la dépendance, plus vous êtes seul. Un couple qui se libère de la dépendance, une personne dans un couple qui se libère de la dépendance de l'autre, s'isole. La séparation est inévitable. C'est peut-être pas une séparation physique. J'ai déjà vu des couples rester ensemble parce que c'était pratique financièrement. Mais ils étaient coupés émotionnellement et mentalement. Vous me suivez? Donc, pensez pas que la dépendance affective, c'est mauvais. Dépendance affective, c'est la période de ta vie où tu peux te construire. Là où ça devient mauvais, c'est quand il y a quelqu'un qui essaie de te maintenir en dépendance affective. Par le sexe, par l'argent, par toutes sortes de façons qui te créent de l'enveloppe. Votre combat dans la vie, c'est de vous sortir de la dépendance. Mais prenez pour acquis que c'est un grand vide de sortir de la dépendance. Un grand vide. Il faut avoir la force de supporter le grand vide que la dépendance impose. Donc, vous avez une dépendance, vous voulez vous sortir de la dépendance, assurez-vous d'être sûr de rester tout seul. Assurez-vous d'être sûr, avoir la certitude quand vous allez être tout seul. Il dit, il y a toujours quelqu'un. Oh, attention. Quelqu'un, c'est un corps. Mais la façon qu'il pense, c'est pas nécessairement pareil. La vie, c'est pas une répétition du passé, c'est une continuité du passé. C'est-à-dire que si vous éliminez quelque chose, ça va être la suite dans une autre forme, mais ça sera pas pareil comme l'ancienne forme. Ça va être une suite de l'ancienne forme. Vous allez continuer où vous êtes rendu, mais vous allez continuer. Vous sortez de beaucoup de dépendance, vous devenez très fort, vous devenez un ajout pour les autres. Vous êtes de moins en moins tâche, donc vous développez de la responsabilité. Une personne qui sort de la dépendance affective devient extrêmement responsable. Mais très responsable, ça devient très parent pour l'environnement. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'identifient à un père dans leur vie. Pas ça que je veux des fois, là. J'aimerais mieux être le mari, mais
On m'a identifié au père, j'ai ça tagué dans le front. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est moi. Tu sais, la personne, c'est comme si elle me disait, je veux dépendre de toi, je veux que tu me formes, je veux que tu me développes, puis je te piquerai une crise d'adolescence pour qu'il soit mon camp. Quand je le déciderai, en attendant, sois mon papa. Tu sais? Fait que vous développez beaucoup, beaucoup de conscience, vous développez beaucoup de solitude, puis dans votre solitude, vous devenez un mentor. Vous voulez être mentor plus vite que vous voulez? Vous allez passer par le menteur avant d'être le mentor. OK? Puis vous allez shooter 56 bullshit pour faire réfléchir l'autre plutôt que l'aider à supporter son vide. Un mentor, c'est quelqu'un qui vous aide à supporter votre vide. Un menteur, c'est celui qui vous fait réfléchir sur des solutions. Ah, j'ai un truc. Ça, c'est un menteur. Parce qu'il est absolument pas conscient de ce que vous vivez, puis il n'est jamais là quand vous êtes dans le vide. Hein? Donc, une personne qui est en dépendance affective a besoin de quoi? Elle a besoin de quelqu'un qui l'aide à supporter son expérience de vie, donc sa polarisation. Donc, finalement, le vide. Parce que dans le vide, il y a le gain, l'enthousiasme, il y a la perte, la déception. Puis la zone de réflexion, c'est la zone qui fait que tu es retenu dans la dépendance, c'est-à-dire la mécanique de penser des idées. Tant que vous allez être dans des idées qui ne seraient pas fixées dans une certitude, vous êtes pris avec un menteur, vous n'avez pas de mentor encore.